Bienvenue à tous et merci d'être si nombreux. On est très heureux et très fiers. On est pas loin de 100. Le jeudi d'Apsi, c'est l'occasion pour nous de regrouper nos clients, nos partenaires, nos fabricants, notre communauté autour du sujet Workspace. On a commencé il y a 2 ans, on était 5 ou 6. Et puis ça grandit. Donc on est super contents. Merci au Crédit Agricole, au Village Baïséa de nous recevoir. Merci Mickaël pour tout ce que tu as fait. Le Village Baïséa est un partenaire d'Apsi. On a équipé l'espace dans lequel vous avez pris le petit déjeuner. Et au-delà de ça, dans ce partenariat, on renouvelle les espaces, on teste des mobiliers, on teste des produits. Donc c'est un peu aussi notre laboratoire à nous. Merci messieurs d'être présents, d'avoir accepté notre invitation. Vous allez chacun vous présenter, chacun votre tour. On va faire une petite conférence, on va là aussi respecter le timing. On s'est donné une petite heure. Je terminerai avec avec une présentation sur un petit service, un nouveau service assez innovant qu'on a sorti. Je vais le présenter en avant-première, mais je vais être très rapide et je le ferai en 3-4 minutes à la fin de votre présentation. Après, on se gardera 10-15 minutes pour un échange, des questions, des interventions si vous le souhaitez. Et puis, on terminera, pour ceux qui le souhaitent et qui ont encore un peu de temps, par un petit café dans le lab. Voilà, donc je crois que Jean, c'est toi qui commence. C'est parti. Voilà, c'est bon. Je peux me mettre à ta place pour Bonjour à tous, donc Jean Pouly. Moi, je dirige un cabinet de conseil. Je vais me présenter une petite slide parce que j'ai plusieurs casquettes. Alors pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans que je suis vraiment passionné par cette question. Je l'ai étudiée comme consultant, en faisant des études pour le gouvernement, sur les impacts du télétravail, l'aménagement du territoire, parce que le télétravail, c'est une vieille histoire. J'en ai fait une offre de conseils et d'outils pour accompagner le télétravail vers ce que j'appelle le smart work. J'y reviendrai tout à l'heure. Je l'ai pratiqué comme salarié, voilà, à domicile, puis après en coworking. Je le pratique maintenant comme indépendant. Et j'ai même participé à monter un centre de coworking dans mon village. Donc vous voyez, c'est vraiment une passion pour moi et c'est un plaisir de vous en parler, surtout que ce qui s'est passé, puisque moi, ce que j'étudie depuis des années, c'est devenu une réalité pour beaucoup plus pendant ce confinement et maintenant. Alors, d'abord, peut-être pour comprendre d'où on vient, j'aime bien donner des cours à l'université, donc j'ai un peu ce côté académique, j'essaie d'expliquer d'où ça vient. Et en fait, avant même la crise sanitaire, en fait, il y avait un mouvement qui était en marche, c'est le mouvement de numérisation du travail. Il y a 200 ans, à Lyon, on travaillait de chez soi, dans les canuts. Vous voyez la gravure, c'était le domicile des gens. Et puis les métiers à tisser, à un moment donné, ils étaient mécaniques, il y avait la machine à vapeur, ça ne rentrait plus dans le domicile des gens. Donc on a créé des manufactures où en fait on a inventé quoi il y a 200 ans? On a inventé finalement l'organisation du travail qu'on connaît aujourd'hui, où il y a eu des collectifs de travail immenses avec des milliers de salariés. Et on a inventé 2 grandes choses qui sont hyper importantes à avoir en tête. La première, c'est la coopération. C'est dans ces grands collectifs qu'on a pu faire Airbus ou des entreprises de milliers de personnes dans l'automobile, dans les services, les banques. Donc la coopération humaine à grande échelle. Et puis la deuxième chose, on est passé d'un monde totalement atomisé où chacun était seul avec des petits regroupements dans les villages à finalement des mutualisations, des caisses de retraite, des prévoyances. Les gens se sont assurés ensemble. Voilà, donc un collectif pour l'innovation et pour la protection, quelque part, la solidarité. Donc c'est 2 choses importantes à avoir en tête, parce que le mouvement qui est à l'œuvre déjà depuis 40-50 ans, c'est un mouvement de numérisation qu'on voit à travers cette petite animation. Donc le bureau, il y a 40 ans, bon, il y avait déjà un micro-ordinateur, mais surtout, avec l'apparition d'Internet, on a vu que le bureau s'est dématérialisé. Que petit à petit, les instruments qu'on utilisait, comme le fax ou la MapMonde avec Google Maps, avec le mail, bien sûr, YouTube, LinkedIn qui a remplacé le carnet d'adresse papier, qu'à la fin, il nous restait quoi? Ce qu'on a aujourd'hui pour
une bonne partie d'entre nous, un ordinateur, une connexion, et notre bureau, eh ben, il devient mobile, on peut travailler un petit peu de partout. On a différents lieux de travail, on s'est affranchi d'un cadre spatio-temporel. Et ça, c'est une vraie révolution, et ça date d'avant le Covid. Et c'est encore en cours. Et donc, tout ça pour vous dire que le télétravail, dans la compréhension française de ce mot, parce qu'en anglais on dit remote, mais ça peut être home office et c'est à domicile. En français, télétravail, on imagine que c'est juste le travail à domicile, alors que ça veut dire travailler à distance. Quand vous êtes au bureau, vous faites du télétravail si vous envoyez un mail à votre collègue à côté. Et pour moi, ça c'est une petite réalité finalement, travailler un jour par semaine de chez soi ou du TGV, bon, ben, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. En revanche, ce que moi j'appelle le smart work, c'est profiter de la numérisation du travail pour envisager des modes de travail plus efficaces, plus positifs, qui vont avoir pour l'entreprise plus d'engagement des salariés, plus de productivité, des recrutements plus faciles. Pour les salariés, plus de qualité de vie, moins de déplacements. Ça, c'est une vision intéressante et qui est bien plus large que dire « bon, vous travaillez un petit peu de chez vous, puis ça ira bien ». C'est une vraie révolution et c'est lié à la numérisation. C'est pas lié au Covid, et c'est un mouvement qui, voilà, où on ne reviendra pas en arrière. Alors, quelques prises de conscience quand même récentes, puisque c'est vrai qu'il y a eu une révolution. Je pense que 2020, dans les mots de l'année, il devrait y avoir Covid, mais peut-être télétravail aussi. D'abord, la prise de conscience des coûts de déplacement. Vous voyez, ça c'est à Zurich le matin, mais c'est pareil à Lyon. Hein. Moi, je suis venu du sud de l'agglomération. Il se passe ça entre 4h ou 5h du matin et 9h du matin. Lyon, c'est 300 000 déplacements en domicile-travail. C'est des bouchons, c'est du temps perdu, c'est de l'essence de brûler, c'est la planète qui... Voilà, le réchauffement climatique. Et je pense qu'on a pris conscience de ça parce que pendant 55 jours, ça s'est arrêté. Et parce qu'aujourd'hui, non seulement le déplacement domicile-travail, mais également les déplacements professionnels. Hein, monter à Paris... tôt le matin en TGV pour se retrouver devant un PowerPoint et repartir vite sans avoir une qualité de relation avec les autres, on s'est dit, bon, on va faire Zoom, quoi. Donc on a pris conscience du coût, pas simplement financier, des déplacements. Et ça, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Deuxième point, on pensait que c'était impossible. La veille du confinement, moi j'ai vu des clients, non, mais... Et en fait, en 4 jours, 5 jours, les entreprises, alors en bricolant un petit peu et dans des conditions difficiles, sont arrivées à télétravailler massivement. Et pendant longtemps. Donc ça veut dire que, en fait, c'était possible. Simplement, on ne l'avait pas intégré dans nos modes d'organisation, mais c'était possible. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit des gens, et ils ont découvert que l'entreprise était résiliente, qu'elle était capable de s'adapter, qu'elle était capable de travailler en mode à distance, avec plein de difficultés. C'était à temps plein, à domicile, avec les enfants. Bon. Mais voilà, ce qui était impossible était devenu possible. Ensuite, et ça les études le montrent, moi j'en ai conduit une pour le MEDEF auprès de 2000 salariés, quand on a interrogé les gens, à 80-90%, les salariés disent on veut en faire plus. C'est-à-dire qu'avant on en faisait soit pas du tout, soit un tout petit peu, une fois par mois, on voudrait au moins faire une fois par semaine, voire plus. C'est-à-dire que, et je ne vois pas comment on peut freiner une révolution sociétale comme ça, c'est-à-dire que les gens ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient en avoir, ils ont compris qu'ils continuaient à travailler, et c'est plutôt vers le plus qu'on veut aller que vers le moins. Alors, c'est pas très compliqué en France, parce qu'on était entre 5 et 7% de télétravailleurs, alors qu'aux Pays-Bas, qui est un pays où j'ai fait beaucoup de benchmarks, on est à 30% depuis déjà des années. Mais voilà, en tout cas, c'est un état de fait. Ensuite, plutôt une surprise pour ceux qui avaient des préjugés négatifs, il y a 3 millions de personnes, enfin des chercheurs qui ont étudié les mails, les agendas, les reportings de 3 millions de salariés, se sont rendus compte, objectivement, que les gens travaillaient 49 minutes de plus en télétravail. Bon. Donc le préjugé, parce que moi j'ai entendu télétravail, c'est travail devant la télé. Hein. Non, le préjugé, on est à la maison, on fait rien, il est tombé. D'abord parce qu'on ne peut pas se cacher en télétravail. Au boulot, à la limite, on peut se planquer. Quelqu'un qui ne fout pas grand-chose dans la vie, à la limite, il va plus se planquer au bureau qu'à la maison parce qu'on va regarder ce qu'il fait. En télétravail, les gens ne sont pas là, donc on regarde leur production, s'ils rendent à l'heure, etc. Donc on travaille plus et c'est presque un problème parce qu'il faut après avoir un temps de repos cognitif et c'est plutôt le droit à la déconnexion qu'il va falloir gérer.
Autre point, pardon, je suis allé un peu vite, c'est comme ça qu'on revient. Des verrous ont sauté. Alors, je pense essentiellement des verrous culturels, justement des préjugés, notamment sur le management, même si ça reste un point encore un peu douloureux, qu'on n'était pas obligé d'être tout le temps en présentiel. Et aussi des verrous culturels par rapport à la prise de conscience des gens qui se sont dit mais ça peut faire des nouvelles vies. On peut vivre autrement, on peut aller vivre à la campagne, on peut concilier différemment sa vie personnelle, sa vie professionnelle, on peut être peut-être plus productif, plus engagé, revoir nos relations avec les managers, etc. Ça a posé les vraies questions et ça a fait sauter des verrous. Troisième point, les douleurs ou pain en anglais qu'il faut encore résoudre parce que tout ça est encore en transition et c'est quand même assez nouveau pour pas mal d'entreprises et il y a encore plein de problèmes qui se posent et voilà, je voulais faire quelques points avant de laisser la parole à mes collègues. La première, c'est, et ça c'est très compliqué, c'est compliqué de gérer la situation où vous avez à la fois du présentiel et du distanciel. Vous faites une réunion au bureau et puis vous avez les collègues à distance. Il y a une asymétrie entre ceux qui sont là en termes de nombre de signes, de communication, et puis ceux qui ne sont pas là. Et ça, aujourd'hui, on vit ça, et c'est pas évident. Donc bon, il y a des techniques, il y a des choix qu'il faut faire aussi. La technologie ne peut pas tout faire, même si vous avez du super matos, c'est pas simple, mais on peut trouver des solutions. Deuxième point, le management à distance. Je pense que là, c'est une révolution aussi dans à la fois le lâcher-prise et la confiance qu'on a dans le management. Peut-être dans les outils aussi. Vous savez, le télétravail, c'est un révélateur. C'est un révélateur de plein de choses. Et parfois, c'est un révélateur d'un déficit de management, d'un management qui n'a pas évolué. Donc, c'est un vrai souci de manager à distance. Maintenant, ça peut être aussi un problème de manager en présentiel. Donc, c'est une occasion de le repenser et de lâcher prise et peut-être enfin faire confiance. Vous savez, aux Pays-Bas, ils ont dans leur culture une présomption de confiance. Moi, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu le contraire. On a un peu la présomption de défiance en disant il est chez lui, il va rien faire. Bon. Donc, on peut peut-être voilà, sauter sur l'occasion en se disant comment on pourrait faire différemment. Autre point douloureux, c'est que maintenant, il va falloir gérer une multiplicité de lieux. Une fois que j'ai dit que le bureau, c'était un ordinateur connecté, qu'on travaille dans tous ces endroits-là, il n'y a plus d'unité spatio-temporelle. Avant, c'était simple, c'est au bureau de 8h à 18h. Là, les temps de travail, les lieux de travail sont éclatés. Comment on va monitorer tout ça? Comment savoir où on travaille? Comment on va allouer les espaces de travail? Comment on va allouer les salles de réunion? Vaste sujet sur lesquels, d'ailleurs, je crois qu'on reviendra tout à l'heure. Autre point important, l'outillage. Alors évidemment, on s'est formé de façon accélérée sur Zoom, mais il y a plein d'outils à maîtriser, des outils de stockage de documents, de partage de documents, des outils de visioconférence, bien sûr, de gestion de projet, de messagerie instantanée. Ces outils sont importants parce qu'ils remplacent des fonctions. Je pense notamment à Slack par rapport à la fluidification des échanges informels, notamment. Mais ce n'est pas simplement l'outil technique qu'il faut maîtriser, c'est inventer des usages avec ses salariés et c'est des situations de travail. Maîtriser Zoom avec je mets la caméra, je mets le micro, c'est bien. Animer une réunion à distance, c'est un vrai savoir-faire qui s'acquiert aussi. Donc c'est aussi sur l'usage qu'il faut travailler, pas simplement sur le clic droit de la souris. Besoin de se former, évidemment, et encadrer la pratique. Dans un cadre légal, souvent ça se faisait de façon informelle. Alors depuis les ordonnances Macron en 2017, c'est plus libéralisé le télétravail et c'est pas un scoop, dans un mois les organisations vont rediscuter le cadre. Elles vont pas faire la révolution, mais le dernier cadre datait de 2005. Donc 2005 par rapport au télétravail, c'est une éternité. Donc à un moment donné, il faut fixer des règles, notamment sur la déconnexion, mais pas seulement. Et puis, et c'est le point suivant, il faut définir un cadre collectif. Parce qu'à un moment donné, si chacun fait ce qu'il veut, si chacun prend son jour quand il veut, si on ne prévient pas les autres, il faut des règles. Il y avait un cadre spatio-temporel qui souvent suffisait, et d'ailleurs c'était une vraie question. Quand il n'y a plus ce cadre-là, il faut créer un nouveau cadre, non pas pour enfermer, pour brider tous les bénéfices du télétravail, mais parce que sinon c'est invivable. Et moi je recommande vivement de le faire collectivement, et pas simplement d'aller copier-coller une charte que vous trouverez sur Internet. Enfin, dernier point, ou avant-dernier point, je crois, ça a révélé aussi une fracture entre col blanc et col bleu.
entre ceux qui sont restés pendant le moment dur du confinement sur poste et qui prenaient des risques et ceux qui étaient à la maison. On l'a entendu. Et à un moment donné, il y a aussi cette question, et moi, bon, on est en France, le pays de l'égalité, et moi, je n'ai pas de télétravail, et si effectivement il y a plein de bénéfices, comme on l'a dit avant, de déplacement, etc., d'économie, de qualité de vie familiale, de concentration, bah, ceux qui ne peuvent pas télétravailler vont demander autre chose. Alors, il y a moyen de réguler ça, d'aménager peut-être les horaires, de trouver des compensations, pour que le collectif n'éclate pas avec déjà des fractures qui existent et que le télétravail pourrait renforcer. Donc un vrai sujet là-dessus, à ne pas négliger. Et enfin, on en parle souvent, la question de la cohésion d'équipe. Et là, j'aimerais conclure en vous délivrant un message. Moi, je suis intimement convaincu que quand il y a une bonne cohésion d'équipe, quand il y a des collectifs qui vivent bien, qui préexistent, le télétravail n'est pas un problème. Autrement dit, si après le confinement, vous aviez vraiment envie de revenir au bureau, ça veut dire que vous teniez à vos collègues, vous teniez à votre entreprise parce que y avait quelque chose de commun, il y avait des valeurs communes, une culture d'entreprise. Je fais souvent la comparaison avec une famille, on se sent dans une grande famille, on a envie de revenir. Si en revanche, et ça m'est arrivé dans l'évaluation de certaines entreprises, on dit non, mais moi je veux continuer à rester chez moi, c'est peut-être qu'il y avait un problème avec les collègues, avec le manager, avec les bureaux, avec l'ambiance, bien sûr avec la distance, mais pas seulement. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur le collectif. C'est peut-être le moment de repenser cette cohésion, les valeurs de l'équipe, le sens qu'a l'entreprise. Et je pense que à ces conditions-là, le télétravail ne sera pas une source d'éclatement, mais simplement une nouvelle modalité finalement qui va devenir une norme, qui va faciliter plein de choses. Moi, c'est ce que j'appelle le smart work. Voilà, ça va devenir plus intelligent, plus agile, plus optimisé. Et on fera même plus gaffe qu'il y a une réalité qu'on ne perçoit pas, c'est qu'aujourd'hui, le travail, c'est du télétravail. Dans votre travail, il y a du télétravail. C'est juste qu'on imagine que nous, le télétravail, c'est juste travailler à la maison. Mais c'est du télétravail. Et que si on ne fait pas attention, peut-être qu'on risque d'avoir des côtés négatifs, effectivement, d'éclatement, de délitement de culture d'entreprise, parce qu'à distance, c'est un peu moins riche comme échange. Donc voilà, je vous laisse avec ce message, et puis je vais passer la parole à Victor. Merci, ça marche. Bon, merci Jean, et surtout merci Thibaut, toute l'équipe d'Apsi, voilà, d'organiser cette matinée, ainsi que le village va essayer de nous accueillir. Moi, je suis hyper content d'être là et de parler de ce sujet. Donc, je tourne la slide. Voilà, je m'appelle Victor Bozard. Je suis passionné aussi par ces sujets-là. Alors, je ne suis pas passionné par le télétravail en tant que tel, mais plutôt par les nouvelles formes d'organisation du travail. Ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne la transformation des organisations. Alors, c'est vrai que j'ai commencé plutôt avec la mise en place de RP il y a une quinzaine d'années. Tous les sujets autour de l'externalisation et de fusion, des sujets assez classiques, pardon. Et puis, il y a 4 ans, j'ai fait le pari que cette transformation, elle passait aussi par l'environnement de travail, par les espaces de travail et par l'organisation du travail. Et donc, dans mon approche, chez New Work, on essaye d'aligner, en tout cas de donner de la cohérence entre le management, l'organisation du travail, l'espace du travail et les outils digitaux qui sont complètement aussi intégrés dans la problématique. Donc j'observe avec beaucoup d'intérêt et de curiosité ce qui se passe en ce moment et je pense qu'effectivement on vit une forme de révolution accélérée avec cette crise sanitaire. C'est pourquoi je vais aborder aujourd'hui cette prise de parole autour de l'organisation du travail et surtout de la question du changement. Voilà, comment on accompagne cette transformation. Mon propos n'est pas de faire l'éloge du télétravail, mais plutôt de regarder le télétravail comme une modalité d'organisation du travail qui permet, dans un contexte qu'on connaît, d'être beaucoup plus flexible et agile, et je pense qu'on en a tous besoin. Alors la question qu'on se pose et qui est un peu le fil rouge de notre matinée, c'est pourquoi et comment revenir au bureau. Donc je vais dans un premier temps expliquer voilà, ma vision du pourquoi, et après j'essaierai de proposer des pistes sur comment on fait revenir les gens au bureau. Est-ce que ça passe par une nouvelle forme d'organisation? Est-ce que ça passe par un changement culturel profond? Voilà. Il n'y a plus de... Ah. Ça y est.
Alors, premier élément de réflexion que je voudrais partager avec vous, d'abord, c'est qu'est-ce qui aurait pu imaginer que cette question se poserait un jour de pourquoi revenir au bureau. Il faut bien comprendre qu'avant le confinement, seuls 7,2 des collaborateurs télétravaillaient de manière occasionnelle. Donc ce n'était pas vraiment une question, puis surtout c'était pour des questions souvent de statut ou de confort, réservées à certaines populations, des cadres, parce qu'on considère qu'ils sont plus autonomes, ou certaines personnes qui avaient besoin de prendre le mercredi et donc de télétravailler de chez eux, etc. Ou pour des profils de nomades, parce qu'ils n'étaient pas forcément tout le temps au bureau. Et donc, on se rend compte que les critères d'éligibilité du télétravail étaient plutôt tournés autour de l'autonomie et du statut. Probablement qu'il y avait une peur aussi de la part des directions ou du management, d'une baisse de productivité, Jean en a parlé tout à l'heure, et puis aussi d'une perte de contrôle du salarié, parce que dans des organisations très commande-contrôle, c'est vrai que quand on n'a pas en visuel son collaborateur dans son périmètre visuel, c'est compliqué, on se dit on ne peut pas contrôler son travail. Puis je pense qu'il y a aussi une question de responsabilité juridique qui se pose. C'est-à-dire que on ne sait pas où sont les gens et comme on se sent responsable, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se blesse chez soi, par exemple en télétravail. Donc tout ça faisait qu'on n'avait pas forcément envie de pousser cette question-là. Et puis on ne se posait pas non plus cette question parce qu'on était dans une forme de routine. Quand on cite le dicton boulot, métro, dodo, on voit bien qu'on a été d'une certaine manière habitué à aller au travail. C'est devenu, c'était normal, quoi. Et puis avec le confinement, on a vécu quelque chose d'assez brutal. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté, interdiction de se déplacer. Comme l'a dit Jean, mise en place dans l'urgence d'outils pour pouvoir essayer, bon an mal an, de continuer à travailler. Pour les entreprises qui ont pu le faire, parce que quand l'outil industriel est sur site et qu'on ne peut pas se déplacer sur site, c'est compliqué. Et puis, donc l'apprentissage aussi à grande vitesse de tous ces outils. Alors là, on a fait aussi un bond majeur en termes de compétences sur l'utilisation des Zoom et compagnie. Et donc, on se rend compte que post-Covid, enfin on y est encore, mais post-confinement en tout cas, maintenant on est passé à plus de 30% de gens qui télétravaillent de façon normale. Alors, entre 1 à 5 jours, j'allais dire entre 1 à 5 jours par semaine. 5 jours étant vraiment l'exception. La moyenne est plutôt entre 1 et 2, voire 3 journées dans certaines organisations. Donc c'est plus un sujet d'initié, c'est devenu un fait de société et je pense qu'on est en train de vivre un profond changement culturel. Deuxième niveau de réflexion, c'est quand on pose la question, quand on a posé la question aux gens pendant le confinement, qu'est-ce qui vous a le plus manqué au bureau? Donc ça, c'est une petite étude qu'on a fait avec APSI, où on a interrogé une centaine de personnes. Ce n'est pas non plus une étude de près de 1000 personnes, mais c'est intéressant de voir que les premiers éléments de réponse qui viennent, ça tourne tout autour du relationnel. C'est la convivialité, c'est l'équipe physique, c'est le contact, les échanges, le travail collaboratif, l'ambiance, tout ce qu'on n'a pas chez soi et qu'on va trouver au bureau. Et puis il y avait deux items qui étaient un peu différents, mais qu'on peut comprendre quand on nous parle de calme et de confort. Le calme, parce que forcément on a vécu un confinement en mode dégradé, avec les enfants dans les pattes, donc ça c'est pas l'idéal. Et puis le confort, quand on est assis sur son tabouret de cuisine, c'est sûr que c'est pas top non plus d'un point de vue ergonomique. Voilà. Et je pense que tout le monde dans la salle va se reconnaître peut-être sur ceux qui avaient la chance d'avoir un bon fauteuil ou une bonne chaise. Donc on peut, à travers cette question-là, se dire finalement le sens du bureau, c'est vraiment un lieu créateur de liens sociaux et non pas simplement d'aller chercher un bureau équipé d'une table, d'une chaise ou d'une connexion. Le troisième élément de réflexion que je voulais partager aussi avec vous, c'est donc, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, la crise sanitaire comme accélérateur des transformations culturelles des organisations. Et la question se pose, pourquoi revenir au bureau quand on sait que 71% des salariés souhaitent continuer à télétravailler, ce qui est quand même assez important, et que 79% des salariés sont prêts à sacrifier leur bureau individuel, ou en tout cas attribué, pas forcément fermé,
pour pouvoir continuer à télétravailler, ce qui était, par voilà, l'expérience que j'avais dans l'accompagnement des entreprises que j'ai jusqu'à maintenant, quelque chose d'assez impensable. La question du flex office, on n'est plus obligé de passer en force. Voilà, j'ai encore le cas récemment, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, quand on sait aussi que finalement la productivité était au rendez-vous, hein, Jean aussi le disait aussi tout à l'heure, finalement, pour tout un tas de populations, on ne pensait pas d'être capable de télétravailler ou d'être autonome, finalement ça a plutôt bien marché. Alors il y a toujours des cas d'exception, mais de manière générale, hein, Jean l'a dit, 49 minutes de plus en termes de productivité, avec les écueils que ça peut comporter. Et puis le temps et le confort aussi qu'on a gagné dans les transports et l'impact carbone dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, pour ma part, moi, ça fait 10 ans que je défends cette idée aussi de flexibilité dans l'organisation du travail, grâce aux outils technologiques, etc. Et là, on voit que la crise sanitaire a été un véritable accélérateur de cette transformation. Je pense, très honnêtement, qu'on a gagné entre 5 et 10 ans de maturité sur le sujet. Et on voit bien, ce qui était impossible est devenu possible, les verrous SCT, etc., etc. Alors, il y a aussi, pour les détracteurs du télétravail, effectivement des points de vigilance. C'est pour ça que personnellement, je ne crois pas au télétravail à 100%, parce qu'il y a quand même des risques de sentiment d'isolement, il y a des pertes de cohésion d'équipe, de démotivation, de désengagement, on l'a vu tout à l'heure. Il y a surtout un risque qui est de ne pas créer de nouvelles relations. Quand je reste chez moi, finalement, et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez croisé des gens qui ont été embauchés pendant la période de confinement. Comment réussir à créer un sentiment d'appartenance quand je ne vois pas mes collègues, quoi. Voilà. Et puis, ça pose aussi la question de l'innovation et puis de la coupure entre vie personnelle et professionnelle. Le fait de rester chez soi, je n'ai plus ce sas, le temps de trajet, etc., qui me permet aussi de faire cette coupure. Et ça, c'est pour la vision salariée, puis il y a une vision aussi entreprise. Moi, je pense que ça va surtout avoir un impact sur l'immobilier d'entreprise. Si on développe le télétravail, et ça devient la norme, les dirigeants ou les directeurs immobiliers vont dire mais pourquoi je vais payer autant de mètres carrés pour finalement des bureaux qui sont vides. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire finalement le bureau quand même a un sens, on l'a vu, hein, le relationnel, que c'est pas forcément l'idéal d'être 100% en télétravail, et que donc aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal d'organisations qui ont du mal à faire revenir les gens au bureau, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc c'est comment on les fait revenir. Il y a une étude que je partage avec vous de l'ANDRH, qui est assez récente, hein, de juin 2020, qui nous dit que ça va nécessairement passer par un bouleversement majeur des organisations. Alors c'est bien qu'il y ait une prise de conscience de la part des DRH hein, sur cette question. Et ils nous disent, voilà, ça va, selon nous, impacter les pratiques managériales, on l'a évoqué tout à l'heure, les pratiques RH, hein, question aussi de modalité d'organisation du travail, de responsabilité juridique, on l'a dit, l'organisation du travail, je reviendrai dessus, et l'organisation aussi des espaces de travail. Voilà, moi, pour ma part, je pense qu'il y a 4 transformations que je vais partager avec vous qui, bien sûr, font écho avec cette étude, mais que je vais essayer de détailler et de préciser de manière un peu différente. Le premier point, pour moi, c'est déjà je parlais des critères d'éligibilité tout à l'heure, c'est déjà de repenser ces critères d'éligibilité. On a dit tout à l'heure, c'était une question souvent de statut, hein, de confort, ou de profil. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder plutôt le télétravail sous la forme des usages et du sens des bureaux. C'est-à-dire, finalement, quelles sont les tâches que je produis dans ma journée. On sait qu'on produit tous à peu près une douzaine de tâches différentes. Voilà, entre téléphoner, se concentrer, etc. Ou travailler en équipe.
Voilà. Et là, quand je vous propose une étude d'Olivier Sibony, qui est prof à HEC, et qui fait la distinction entre les tâches qu'il appelle téléfragiles et télérobustes. Alors, tout ce qui, pour lui, est formalisé relève du télérobuste, c'est-à-dire que ça résiste bien au télétravail. Ah, les tâches télérobustes résistent bien au télétravail. Ce qu'on appelle une tâche télérobuste, c'est tout ce qui est le travail individuel, quotidien, routinier, les projets préexistants, voilà, qui sont déjà lancés et qui fonctionnent bien, les liens sociaux préexistants. Voilà, toutes ces tâches-là peuvent gagner en efficacité et en productivité en mode télétravail. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'en mode home office, hein, ça peut être aussi travail à distance. Mais il y a certaines tâches, donc tout ce qui est informel, qui va relever du téléfragile et donc qui va moins bien résister au télétravail, sera moins finalement adapté à ce travail à distance. Le travail de réflexion, ce qui tourne autour du brainstorming, de la créativité, la création de nouveaux liens sociaux. Voilà, toute cette intelligence collective, en fait, est moins efficace quand on est à distance. Et ça rejoint aussi un concept d'organisation qui fait le lien entre ce qu'on appelle les activités d'exploitation et d'exploration. Alors, l'exploitation, c'est la recherche de l'optimisation de l'existant, c'est-à-dire on cherche à faire encore mieux que ce qu'on fait déjà. Et ça, je dirais que ça nous renvoie aux tâches plutôt télérobustes, alors que l'exploration, c'est la recherche, le développement d'activités nouvelles, voilà, qui permet aussi de préparer l'avenir d'une organisation. Et force est de constater que ce qui est un investissement plus long terme, voilà, qui est aussi un investissement financier souvent plus important, les entreprises ont plutôt tendance aujourd'hui à privilégier les activités d'exploitation. Or, ça vient renforcer aussi l'idée du télétravail, c'est-à-dire que plus qu'on voit que le télétravail est plutôt centré sur les activités d'exploitation, voilà, ça pose encore le problème pour faire revenir les gens. Et donc, par rapport à ça, comment doit-on repenser les bureaux pour que justement ça soit plus attractif pour faire ces tâches ou ces activités d'exploration. Donc qui est mon deuxième changement que je vous propose. Repenser la nature même des bureaux. Ça pourrait ressembler à quoi finalement? Un bureau centré sur les activités d'exploration. Bien, il y a plusieurs choses, mais le premier, c'est le bureau doit être pensé comme un lieu créateur de vie. Là, c'est ma première conviction, avec une multitude d'espaces hybrides, de rencontres, de partage, de rencontres informelles. Tout ce qui... alors, on a un mot qu'on aime bien citer, c'est la serendipité, c'est-à-dire tout ce qui permet, toutes ces rencontres hasardeuses qui portent du fruit. Et donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'organisations qui commencent à créer ces lieux-là. Alors, on parlera de l'Agora, du forum, de la place du village, et puis il y a aussi l'arbre connecté chez APSI qui répond complètement à cet usage. Ensuite, il faut penser les lieux comme créateurs d'intelligence collective. Alors, c'est vrai qu'il y a la mode du coproduire, co-créer, etc., coopérer, avec, je pense, une diversité d'usages et d'espaces qui tournent autour de la créativité, du mode projet. Et on voit bien, encore une fois, qu'on va créer des lieux qui sont vraiment centrés sur ces activités d'exploration. Et puis, enfin, ce sont des lieux pensés pour se ressourcer, pour s'inspirer, pour apprendre, pour vivre des expériences, des espaces qui nous stimulent. Voilà. Et je crois que ça se traduit effectivement par tout un tas d'espaces, comme l'espace de convivialité, de détente. On voit même apparaître de plus en plus des espaces de sieste. En fait, ce n'est pas une question de mode ou un truc sympa. C'est simplement de dire que le lieu de travail, dans un contexte un peu stressant, c'est aussi un lieu qui va permettre de reprendre de l'énergie.
Donc finalement, à travers ces espaces, il y a une notion qu'on retrouve qui est la notion d'expérience collaborateur, dont on parle de plus en plus. Et c'est grâce à l'expérience positive que je vis au bureau qui va me donner finalement envie de revenir au bureau. Alors ça m'emmène au troisième changement qui est justement repenser cette expérience collaborateur, cette expérience employée. Repenser le parcours collaborateur. Le parcours collaborateur, il ne faut plus le penser uniquement dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut le penser dans et en dehors de l'entreprise. On l'a dit tout à l'heure, mon bureau, c'est mon ordinateur. Et donc, je peux travailler partout. Donc, mon expérience collaborateur, elle commence même presque chez moi. Donc, si mon bureau n'est plus mon poste de travail, mais l'ensemble des espaces que je peux aussi utiliser à l'intérieur du bureau, le concept d'ailleurs d'activité based working, ça nous renvoie aussi au concept que vous connaissez probablement, Data DAWAC, hein. Anytime, anywhere, any device, any content, c'est-à-dire que je peux, effectivement, grâce à mon outil informatique, travailler de partout. Je voulais vous parler d'un exemple, rapidement, parce que il me reste aussi quelques minutes. Je suis en train d'accompagner une entreprise à Paris qui avait 700 mètres carrés et qui se déleste de 40% de sa superficie. Ce qui est quand même pas rien. Et donc, elle va devoir passer en flex office, donc plus de bureau attribué. Mais surtout, elle repense complètement l'organisation de son travail. Alors, on va s'appuyer sur les outils digitaux pour gérer notamment la question du temps de présence sur site, des réservations de salles. Sachant qu'on peut travailler de chez soi, qu'on peut travailler du bureau, qu'on peut travailler aussi dans une agence ou dans un tiers-lieu. Voilà. Et je pense que c'est un mouvement qui va s'accélérer. Voilà. C'est-à-dire que ça me semble être plutôt de bon sens. Alors ça pose aussi, et c'est le dernier, j'en terminerai par là, le dernier changement, c'est la question aussi entre guillemets, du management à distance, mais ça nécessite de repenser les modes d'interaction et de communication et de travail en équipe. Alors premier point, c'est changer un peu de paradigme sur son mode de management. Je crois que Jérémy, tu en parleras un peu plus tout à l'heure, sur ces organisations dites libératrices, Opal, enfin, réseau, il y a tout un tas de noms sur ces cultures qui sont émergentes. Simplement, d'un point de vue individuel, ça implique pour le manager de laisser plus d'autonomie, bien sûr, et de responsabilité à ses collaborateurs. Et on voit que c'est pas simple. C'est aussi personnellement parfois assez douloureux. Et d'un point de vue collectif, ça pose aussi la question de la cohésion d'équipe. Voilà, je suis manager. Comment je garde le lien à distance avec mon équipe? Alors moi, ma recommandation, c'est plutôt, à travers le télétravail, de prévoir un temps de présence obligatoire. Alors, même si je laisse beaucoup de souplesse après dans l'organisation du reste des jours de télétravail, en tout cas, il faut prévoir des moments où on se rencontre, justement, où on prend soin de ces tâches téléfragiles. Mais par exemple, pour le suivi d'un projet ou d'un plan d'action, un Teams fonctionnera très bien. Et puis, enfin, il s'agit de développer une culture du digital, on l'a vu aussi tout à l'heure. Alors, on ne va pas revenir dessus, sur la mise en place d'outils, mais d'aller un cran plus loin que la visio. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui une palette d'outils qui nous sont proposés pour justement gérer les projets, gérer des équipes à distance. Et puis, dernier point, l'animation des réunions. Il va falloir apprendre à gérer les réunions non seulement à distance, ça c'est une chose, mais surtout les réunions hybrides, à la fois distancielles et présentielles. Parce que ça aussi, dans la souplesse d'organisation du travail, il va falloir s'adapter. Et comment je garde l'attention de l'ensemble des participants quand je suis dans une réunion qui a ces deux modalités, c'est pas simple. Voilà, donc en résumé, si je veux faire revenir mes collaborateurs au bureau, je repense les critères d'éligibilité du télétravail. Je me pose des questions, tâches télérobustes, téléfragiles. 2, je repense la nature de mes bureaux, voilà, et qui sont plutôt orientés vers des activités d'exploration. 3, je repense l'expérience employée, voilà, avec un parcours employé qui va de mon domicile au bureau jusqu'à des tiers-lieux. Et puis, je repense mon mode de management. Voilà, un beau programme pour les années à venir. Je vous remercie. Merci pour ces
ces apports précieux. Alors moi, j'aurais pas de problème de zapette aujourd'hui, puisque je n'ai qu'une seule slide. Comme ça, vous pouvez la photographier, après il n'y en aura plus. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui. Le mot passion est sorti à plusieurs reprises. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui me caractérise également. Je suis passionné par tous ces sujets. Et quel sujet, finalement? On est quand même en train de vivre une sacrée période. Regardons-nous, tous à un siège d'écart avec un masque. On est en train de vivre, et Jean en a parlé, et Victor également, un certain nombre de mutations, de révolutions. Il y en a de nombreuses qui sont en train de s'aligner. Et moi, je pense que les historiens, ils vont se régaler de notre période. Les historiens du futur, ils vont se régaler en observant l'évolution de notre organisation du travail en ce moment, le rôle que les entreprises vont prendre dans ces transformations. Il y a la transformation digitale, tu en as parlé. J'aime beaucoup ce qu'écrit Michel Serres, pour ceux qui le connaissent, philosophe, anthropologue français, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui décrivait la révolution digitale comme une révolution anthropologique, qui change nos modes de vie. Et finalement, ce que tu nous as montré, Jean, c'est vraiment ça. On est en train de changer nos relations, notre manière de fonctionner. Ça impacte durablement et sans retour en arrière le travail, la manière de le faire, les tâches au quotidien. Beaucoup de tâches individuelles sont prises par le digital. Et donc, ce digital, il amène une complexité très grande. Mais si avec le digital, la prise de conscience écologique, la quête de sens, les nouvelles attentes de génération vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du travail. Je suis convaincu, et ce que je vais vous dire maintenant, c'est mes convictions. Si certaines vous questionnent, tant mieux. J'ai envie que vous repartiez d'ici avec des questions, j'ai envie que vous repartiez d'ici avec une envie de creuser des sujets, d'aller plus loin. Je pense que c'est une clé de la réussite de la transformation de nos organisations, c'est à quel point on va réussir à se questionner. À quel point on va réussir peut-être à un moment donné à changer les prérequis sur lesquels on base nos réflexions, sur lesquels on base notre management, sur lesquels on base l'organisation du travail. Et je crois que cette période, elle est assez géniale pour ça. En tout cas, je pense que c'est une opportunité. FlexJob, dont je suis le fondateur et j'en suis assez fier, a vraiment pour mission, c'est vraiment donné pour mission d'accompagner ces entreprises, les entreprises qui souhaitent se questionner, à expérimenter, à mettre en pratique, à déployer des nouvelles formes d'organisation du travail. Victor, tu as parlé de libératrice, c'est vrai que je préfère ça à libérer. Opale, il y a plein de termes. À mon sens, 3 mots qui résument peut-être ce qui sous-tend ces nouveaux modèles d'organisation, et je parle bien de nouveaux modèles et pas d'un seul modèle, parce qu'il existe autant de modèles qu'il existe d'entreprises. Donc soyez rassurés, dirigeants, DRH, à vous de trouver votre propre modèle. Notre conviction chez FlexJob, c'est qu'il sera sous-tendu par ça, l'autonomie, la responsabilisation et la coopération, qui vient peut-être à un moment donné prendre le contre-pied de commandement, exécution, reporting. Voilà. Qui à mon sens est un modèle qui arrive à bout de souffle, parce qu'il permettra plus de répondre aux enjeux de la société, aux enjeux de complexité, aux enjeux de révolution dont on a parlé juste avant. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a ce constat, moi j'aimerais m'arrêter sur 3 choses. 3 points qui me semblent être importants, 3 leviers que l'on observe, 3 clés, 3 réflexions, voilà, 3 questions. La première, c'est autour du temps et de l'engagement. En fait, on est en train de vivre une période, et je suis assez bien placé pour le savoir en tant que dirigeant, qui va très vite, avec une incertitude à cause du Covid qui est énorme, sur l'inquiétude sanitaire, l'inquiétude économique, que va devenir nos entreprises, et dans tous les marchés, dans tous les secteurs. Alors certains sont plus préservés que d'autres. Mais donc là, il y a un phénomène qui va très vite, un phénomène d'accélération, et pourtant, les changements culturels dont on se parle sont longs. On ne peut pas du jour au lendemain décréter un changement, déjà ça ne marche pas comme ça. Et en plus de ça, on adresse des sujets qui sont ancrés hyper profondément. J'en disais, ça fait 200 ans qu'on construit nos modèles d'organisation. Est-ce que la crise du Covid, et en quelques mois, on va tout d'un coup changer l'organisation du travail? Non, je ne crois vraiment pas. Donc comment concilier les temps? Comment faire en sorte que la période qu'on est en train de vivre est un terreau
pour faire émerger une entreprise différente, faire émerger l'entreprise de demain. Donc comment on s'appuie sur la période actuelle, comment on en fait un chemin, comment on en fait une expérimentation, comment on s'en saisit en tant que dirigeant, en tant que DRH, en tant que collaborateur, pour finalement expérimenter, faire des nouvelles choses qui vont permettre justement d'inscrire ces expérimentations dans un temps long. Et du coup, sur la question des environnements de travail et la question des espaces de travail, finalement, comment est-ce qu'on pourrait expérimenter dans cette période qui nous pousse à expérimenter des choses qui vont façonner notre futur? Voilà. Quel chemin on veut emprunter avec nos collaborateurs, avec les dirigeants, pour finalement, grâce à l'espace de travail, expérimenter de nouvelles formes de coopération, d'autonomisation et de responsabilisation. Voilà. Donc le temps et l'engagement, et la conclusion de temps et engagement, c'est que le chemin il est aussi important que l'objectif. Comme ce sont des temps longs, il faut que le chemin emprunté puisse être un reflet de l'objectif recherché. Si nos espaces de travail, on veut qu'ils favorisent la coopération, qui sera mon deuxième pilier, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le projet de transformation des espaces pour expérimenter cette coopération, la participation, l'engagement des parties prenantes? En tout cas, c'est une clé de réponse que je vous invite à explorer. Le deuxième pilier, on en a parlé ce matin, mais je rappuie encore dessus, ça me paraît être important, et puis je ne trahirai personne en disant que le prochain jeudi d'Absci sera certainement sur cette thématique, c'est la coopération. Dès lors qu'on prend conscience que le digital vient remplacer un certain nombre de tâches individuelles, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des tâches complexes, des tâches qui vont nécessiter de l'interaction. Et pour moi, la valeur demain dans l'entreprise, elle va se créer dans l'interface humaine, que ça soit en présentiel ou à distance, puisque de toute façon, cette hybridation du travail, subie ou choisie, elle est là. Et donc, comment est-ce que vous, entreprise, vous allez vous saisir finalement de ces opportunités offertes par la période pour travailler sur les interfaces humaines, manager-collaborateur, manager-manager, entreprise-client, entreprise partenaire. Tous ces points de contact humains, c'est là où se crée la richesse de l'entreprise demain. J'en suis convaincu, et c'est pour moi vraiment un enjeu, en tout cas peut-être l'enjeu principal, et donc je suis ravi que vous en fassiez, et je serai présent pour écouter ce que vous allez raconter sur cette coopération, parce que pour moi, c'est l'enjeu de l'entreprise de demain, d'être capable de créer le contexte de cette coopération. Temps engagement, coopération. Le troisième pilier, c'est les rôles managériaux. Alors, je dis bien rôles managériaux et je ne dis pas rôle du manager. Pourquoi? Parce que je suis également convaincu, et je le vois à travers l'exemple de plein d'entreprises qui sont sur ces chemins dits de libération ou qui ont expérimenté de nouvelles façons de travailler, qu'à un moment donné, l'autonomie et la responsabilisation passera par le fait de découpler les rôles managériaux du manager. Le manager, il porte tout. Tiens, télétravail, on va appeler nos managers, c'est eux qui vont porter le sujet. On leur ajoute encore des petits cailloux ou des gros cailloux dans le sac. Pourquoi est-ce que le manager aurait toutes les tâches managériales? Pourquoi est-ce qu'on viendrait concentrer sur une même personne l'organisation du travail, la communication, l'évaluation, la transmission du sens? Moi, ça me questionne. Ça me questionne et là, vraiment, je vous invite à vous questionner également sur comment, finalement, si on veut réellement responsabiliser et rendre autonome l'ensemble des parties prenantes, ces tâches managériales qui sont essentielles dans l'entreprise, sinon elles ne tournent pas, peuvent être distribuées. En revanche, il y aura toujours des managers. On pourra les appeler comme on veut. Il y aura toujours des managers, il y aura toujours des leaders, il y aura toujours des gens qui emmèneront l'équipe. Et pour moi, il y aura deux rôles prédominant dans le manager, dans ce type d'organisation. Le premier, et ça va faire le lien avec juste avant, c'est qu'il va être capable de faciliter, d'être un facilitateur, un chef d'orchestre de l'intelligence collective. Demain, le manager, il doit être capable d'être garant de cette intelligence collective, de créer le contexte, de s'appuyer sur l'espace, sur les outils qui lui sont donnés, sur sa posture, pour inviter l'intelligence collective, pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes s'engagent. Ça, c'est le premier point fort, facilitateur de l'intelligence collective. Le deuxième point, c'est le sens. Il n'est pas garant du sens, le manager. Par contre, c'est celui qui va pouvoir le rappeler,
dire et redire finalement à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire. À quoi tu sers? Dans quoi ça s'inscrit? Et là, pour moi, le rôle du manager, il est important. Le rôle d'un dirigeant est important. Le rôle des leaders dans l'entreprise sont importants pour avoir en tête, finalement, tout ce qu'on fait au quotidien, à quoi ça sert. Parce qu'aujourd'hui, c'est un réel levier de motivation de tout le monde. Plus ou moins fort chez certains. Mais en tout cas, lorsqu'on observe ce qui fait venir un collaborateur dans une entreprise, et notamment dans les nouvelles générations, mais pas que, parce que c'est pas que un phénomène générationnel, la question du sens, la question de son utilité dans quelque chose qui nous dépasse est très forte. Est très forte. Temps engagement, coopération, rôle managériaux. Et pour conclure, hier soir en préparant ce que j'allais vous dire ce matin, je suis tombé sur un ouvrage de Jean Stone, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui a écrit des ouvrages qui décryptent des phénomènes assez complexes de manière simple, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, donc je vous invite à lire ce qu'il écrit. Et sur la couverture de son livre, quand il parle de l'intelligence collective, il dit changer le travail pour changer la société. Voilà. Et moi j'y crois beaucoup. Merci. Merci à vous deux, à vous trois. Je rebondis juste sur le thème de la coopération. Alors, ce ne sera pas le prochain, ce sera à la rentrée 2021, janvier ou février, on va voir. Et on va faire ça avec le philosophe Bruno Roche, qui est professeur en école et aussi directeur du collège supérieur. Et on va matérialiser ou illustrer ce principe de coopération en montant une petite série de films dans des entreprises qu'on a appelées des bocaux d'expérimentation. On en recherche 5-6, on en a déjà identifié 2-3, sur lesquels la coopération se révèle, saute aux yeux et sur différentes thématiques. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de ça en 2021. Alors, tu nous en es là-haut, moi je vais vous faire redescendre un petit peu, et après on passe aux questions et aux échanges. Vous présenter notre petite innovation qu'on a appelée Home Office by APSI. Elle est née aussi de cette période, pendant cette période de confinement, où on a tous eu ce temps de recul par rapport à nos entreprises. Quand on a posté sur LinkedIn qu'est-ce qui vous fera revenir au bureau, qu'est-ce qui vous manque au bureau plutôt, est sortie surtout l'idée surtout de notre côté, ce qu'on a interprété en tout cas comme stratégique pour nous, ce manque de confort à la maison. Et une étude a été sortie, et si 84% des télétravailleurs souhaitent continuer l'expérience après le confinement, il y en a 45% qui ont mal vécu sur le plan du confort de télétravail. On s'est dit comment apporter une solution, mais une solution un petit peu innovante, et on s'est inspiré de quelque chose qu'on a lancé il y a 2 ans chez APSI qui s'appelle l'Absilité. Certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Où ce qui nous avait animé dans l'Absilité, c'était l'idée de dire que finalement acheter du mobilier de bureau était peut-être en train de devenir obsolète. En tout cas, il fallait trouver des alternatives, donner la possibilité à nos clients de pouvoir tester, de pouvoir expérimenter, de pouvoir se tromper, et aussi de pouvoir renouveler, parce qu'il nous faut être agile et il faut pouvoir se réinventer assez facilement dans cette société, dans cette entreprise qui bouge et qui évolue très vite. Donc est venue l'idée de créer un pack de location, un pack ergonomique, un pack avec par exemple un fauteuil ergonomique, un bras support écran, un tapis de souris, une imprimante. On peut imaginer d'autres choses qui vont ramener du confort à la maison, et présenter ça sous forme de location pour l'entreprise au bénéfice du collaborateur à la maison. Pour l'entreprise, c'est de la simplicité, de la souplesse, pas de gestion de parc, des livraisons du stock à disposition, un catalogue qu'on peut personnaliser, une reprise, une maintenance, tout un service qu'on amènera à nos clients qui souhaiteront équiper leurs collaborateurs. Et puis pour le collaborateur, du confort, ça s'intègre évidemment dans la qualité de vie au travail dont on entend beaucoup parler, qualité de vie au travail qui se prolongera jusqu'à la maison. Alors là, on ira même un petit peu plus loin avec des tutos, des vidéos sur les bonnes positions de travail et comment bien installer son poste à la maison.
Donc c'est un projet qui est lancé. Merci Benjamin parce que tu as été dans le timing pour qu'il soit sur notre site internet depuis hier soir. Tout est expliqué sur notre site. Et pour information, nous sommes en discussion avec un grand groupe français qui souhaite expérimenter ça auprès de 60 collaborateurs au niveau national en mode test, avec évidemment plein d'autres services autour de la mise en place du télétravail. Et si ce test s'avère validé, ça sera généralisé au niveau national. Voilà, on est à votre disposition évidemment. Si vous souhaitez en parler plus tard, on a sûrement un petit peu d'avance, mais en tout cas, on vous a présenté ça en avant-première aujourd'hui. Voilà. Un grand merci à vous trois et je vous propose, s'il y en a qui ont des questions, des interventions, des contradictions à relever, à partager, et ben c'est le moment. On est vraiment dans le timing, il est 36, donc on peut faire passer le micro si vous le souhaitez.